Bonjour à tous, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, spécialiste du monde arabe. Voici votre dernier livre qui vient de sortir, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre aux éditions Plomb. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, à une semaine des 1 an du 7 octobre. L'armée israélienne a frappé un coup en éliminant le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au sud de Beyrouth, dans une frappe vendredi soir. Ce matin, les avions israéliens continuent les raids au Liban pour viser des positions du Hezbollah, ce mouvement terroriste. L'Iran réclame une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ayatollah Khamenei décrète, lui, 5 jours de deuil. Avec vous, ce matin, nous allons faire le point et envisager toutes les options, celle d'un conflit régional, celle d'une guerre totale, sachant qu'Israël est en train de gagner la guerre pour sa survie. Plus généralement aussi, doit-on s'attendre à des temps très durs pour l'Occident? Je reprends là les mots du général Burkhardt. Il y a 1 mois, le chef d'état-major des armées qui avait surpris. Était-il dans le vrai? Avait-il des informations? Pour vous interroger avec moi ce matin, Stéphane Dupont du journal Les Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, Israël continue de frapper, on l'a vu dans le journal, des cibles du Hezbollah au Liban. L'Iran appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La France appelle à la cessation immédiate des frappes israéliennes au Liban. Les États-Unis appellent au calme, mais Kamala Harris a dit qu'Hassan Nasrallah était un terroriste avec du sang sur les mains. Moscou condamne fermement. La Chine est profondément inquiète. Les positions internationales divergent sur cette question. Est-ce que c'est grave, Gilles Kepel? La divergence des positions internationales, malheureusement, reflète ce qu'on a vu à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière, qui était pitoyable et qui a montré, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer avec ce titre du bouleversement du monde, que les grandes institutions qui ont été créées après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, créée en octobre 1945 à San Francisco, aujourd'hui ne sont plus pertinentes pour gérer le monde tel qu'il est, d'une certaine manière, accouché dans le chaos à partir de ce point de cristallisation qu'a été le 7 octobre 2023. Et les positions que vous venez d'énumérer, un peu comme un inventaire à la Prévert, d'une certaine manière, en témoignent. Les États-Unis, le premier, qui étaient, après la chute de l'URSS et la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, d'une certaine manière, ce qu'Hubert Védrine appelait autrefois l'hyperpuissance, sont aujourd'hui dans un état d'apesanteur dont, du reste, profite Benjamin Netanyahou pour mener sa politique sans être bridé par un surmoi américain, si je puis utiliser un terme de psychanalyse, puisque la Maison-Blanche, il n'y a plus personne dedans. Biden peut parler comme nous tous pouvons parler, mais ça n'a plus d'efficacité. Il a jeté l'éponge. Et quant à Mme Harris et M. Trump, ils pèsent au trébuchet chacune de leurs déclarations de peur d'aliéner tel ou tel segment de leur électorat, avec ce changement incroyable que traditionnellement les campagnes électorales américaines en politique étrangère, qui n'était jamais l'enjeu, devant le représentant des Échos ici, je prononcerai cette fameuse parole. It's the economy stupid. C'est l'économie. C'est Clinton qui avait dit ça. Voilà, c'est ça, oui. C'est le prix du panier de la ménagère, les salaires qui comptent. Là, pour la première fois, les enjeux internationaux se sont invités dans la politique américaine, comme dans la politique française, la politique britannique, au travers des élections qui ont eu dans nos pays tout récemment. Et traditionnellement, en politique étrangère, le candidat démocrate et le candidat républicain rivalisaient dans le soutien à Israël. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, avec notamment ce système particulièrement chinois, si j'ose dire, des grands électeurs, où, toutes choses égales par ailleurs, dans un État comme le Michigan, où il y a une population d'origine arabe très importante, et notamment des Libanais, parmi lesquels pas mal de chiites, où la voix du Hezbollah se fait entendre. Je ne veux pas dire que c'est le Hezbollah qui va décider de l'élection politique américaine, mais en tout cas, on est dans un monde qui est bouleversé. Oui, Monsieur Kepel, Pierre Domineau a listé un peu toutes les réactions internationales de ces derniers jours.
Comment jugez-vous la réaction de la France ? On a entendu le ministre des Affaires étrangères hier, Jean-Noël Barrot, qui parle qu'il faut arrêter les raids, demande à Israël d'arrêter les raids sur le Liban. On n'a pas entendu Emmanuel Macron. Michel Barnier a eu quelques phrases hier lors d'un déplacement. Il pensait aux compatriotes français au Liban. Mais ça se limite à ça. C'est assez réducteur. Est-ce que c'est pas ce silence assourdissant de la France, là, depuis 2 jours, ça vous surprend ou pas ? Alors, la France, par rapport au Liban, a une histoire particulière, puisque le Liban est la création de la France. Le Liban mandataire qui avait été confié par la Société des Nations avec la Syrie du reste à la France, c'est un pays qui avait été créé par la France, découpé par la France pour permettre à ce qu'il y ait une majorité chrétienne à l'époque, il y a un État de majorité chrétienne dans la région. Ça a changé énormément du fait des différentiels démographiques. Les chiites ont eu de très nombreux enfants quand les chrétiens, où il y avait une classe moyenne plus importante, en avaient de moins en moins et aussi ont beaucoup émigré par le biais des réseaux des églises, justement, au Canada, en France, aux États-Unis, en Australie et ailleurs. Et bien sûr, la France, quand elle parle du Liban, se sent d'une certaine manière une sorte de responsabilité, puisque c'est elle qui a créé les fondements de cette situation qui finalement n'a pas du tout abouti à ce que les gens souhaitaient au départ. Mais Benjamin Netanyahou, quand il frappe à travers Tsahal certaines positions du Liban, il dit « je ne frappe pas les Libanais, je frappe le Hezbollah, qui est un mouvement terroriste ». Est-ce que vous comprenez la tactique du gouvernement israélien ? Ah oui, sa tactique, sa stratégie, elles sont très claires. Il frappe effectivement le Hezbollah et du point de vue militaire, Netanyahou, en ce moment, est en train de remporter un succès. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ultérieurement. Mais là, on n'est plus du point de vue électoral de Benjamin Netanyahou. Enfin, je parle sous votre contrôle. Non. On est là. Israël, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Israël, dans cette guerre, joue sa survie. Oui, mais oui, tout à fait. Mais ce que je vous dis, c'est que, on parlera de Netanyahou ensuite, mais il est Premier ministre, donc il représente l'État d'Israël en cette qualité. Et c'est un succès militaire qui, d'une certaine manière, efface ou lave, si je puis dire, l'échec du 7 octobre, l'échec du renseignement militaire et l'échec personnel de Netanyahou, qui ne voulait pas croire que Sinwar allait attaquer. Sinwar qu'il avait fait libérer après 22 ans de prison, pensant un peu comme le Kaiser en voyant Lénine en Russie, en train blindé lors de la Première Guerre mondiale, ça ferait péter le système tsariste. Effectivement, ça l'a fait péter. Et ensuite, il y a eu la révolution bolchevique. Et donc, il s'est un peu pris à ce piège-là. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a bien sûr un ciblage. Ce sera quelque chose qui restera dans les annales de la guerre moderne. Depuis les explosions des pagers ou des pagers, en italien on dit cerca persone, c'est-à-dire ceux qui cherchent les personnes, qui est parfaitement défini, qui a détruit tous les cadres moyens militaires du Hezbollah, qui ont cru qu'on les convoquait, qui ont perdu un œil, une main, l'intestin et autres, et qui du coup n'étaient pas là quand l'offensive a eu lieu pour répliquer, jusqu'à ces frappes ultra ciblées qui ont abouti, on en reparlera tout à l'heure, jusqu'à la liquidation de Nasrallah lui-même. Oui. Ce qui pose d'énormes questions sur lesquelles je vous donnerai mes hypothèses qui seront à vérifier. Frappe sur 5 immeubles. Voilà. Et donc tout ça, j'étais un quartier que je connais bien parce que je suis allé dans ces sous-sols du Hezbollah autrefois pour rencontrer non pas Nasrallah lui-même, mais son adjoint Naïm Qassem, qui, à ma connaissance, n'est pas touché. Donc il doit être probablement le nouveau patron du Hezbollah. Et donc tout ça a eu pour conséquence que, bien sûr, il y a la destruction militaire de l'appareil du Hezbollah, ce qui est très important en termes géopolitiques, y compris parce qu'elle a affaibli considérablement l'Iran, dont c'était le fer de lance, si vous voulez. Mais également, vous avez des dommages collatéraux, comme on appelle ça, c'est horrible cette expression, qui font que tous les civils fuient, que des gens qui n'étaient pas nécessairement du Hezbollah se font bombarder, etc. Donc, si vous voulez, on est dans une logique de guerre avec toutes les dimensions. Et vous l'avez dit, nous reviendrons dans un instant sur les hypothèses autour de Nasrallah, mais pour seulement terminer l'inventaire des réactions. Vous avez évoqué aux États-Unis, vous avez évoqué en France. Je me permets pour vous poser la question aussi le traitement médiatique de cette nouvelle en France. J'ai eu l'impression, lisant certains journaux,
que Nasrallah meurt et c'est un mélange de Che Guevara et de Bob Marley et de figures spirituelles ou du Dalai Lama qui venaient de disparaître. Un traitement très positif d'un personnage qui est pourtant généralement considéré comme dangereux, sinon terroriste. Oui, effectivement, j'ai remarqué ça moi-même en lisant un quotidien sur mon téléphone ce matin qui m'a un peu surpris. Mais en effet, Nasrallah faisait l'objet d'une dévotion extraordinaire de ses adeptes. Certains disent, mais Israël avait déjà tué le chef précédent du Hezbollah, Abbas Moussaoui, il y a 32 ans. Et ça n'avait rien changé. Nasrallah, quand même, a construit, si vous voulez, c'est la principale figure mystico-politique du chiisme contemporain, chiisme militant contemporain. À tel point qu'il y a même des gens qui ont cru dans les quartiers populaires de Beyrouth, des chiites, qu'en fait, il n'était pas mort, qu'il s'était occulté, tel le Messie, tel le Mahdi, et qu'il allait revenir pour remplir la terre de lumière et de justice et effacer les ténèbres. Il y a cette croyance messianique qui est très présente dans le chiisme. Je l'imagine, mais en Occident. Une forme de tiers-mondisme un peu étrange, peut-être, encore aujourd'hui. Bien sûr, et effectivement, et ça, si vous voulez, ça nous renvoie aussi à des débats franco-français, puisque ce qui s'est passé avec le 7 octobre a pour conséquence des clivages identitaires dans la société française. Gilles Kepel, vous allez terminer votre phrase alors que je vous coupe en plein milieu, mais on va parler également de l'après-Nasrallah. Il y a plusieurs identités qui se font. Est-ce que le Hezbollah est une hydre à plusieurs têtes qui peut renaître? On en parle juste après ça. Gilles Kepel est l'invité du grand rendez-vous pour la sortie de son livre « Le bouleversement du monde » aux éditions Plomb, l'après 7 octobre. Et cette frappe israélienne dont on parle, le terroriste chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui donc a été éliminé vendredi soir, ça a été confirmé. Est-ce que le Hezbollah est une hydre à plusieurs têtes? Vous avez cité le numéro 2 du mouvement qui pourrait succéder à Nasrallah. On parle également de son cousin, Hachem Safieddine, figure éminente qui est appelée comme un successeur potentiel. Ça, c'est une première question. Jusqu'où peut aller le Hezbollah? Est-ce qu'il aura la même intensité qu'avant? Et puis, la question aussi, c'est que va faire l'Iran? On a l'ayatollah Khamenei qui déclare 5 jours de deuil dans le pays. Et en attendant, alors est-ce que c'est une décision que j'appelle de surface? L'Iran demande la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en même temps, il dit que la ligne Nasrallah se poursuivra et son objectif sacré sera réalisé avec la libération d'Al-Quds, avec la libération de Jérusalem. Donc c'est un peu ambivalent. Ce sont des propos très maximalistes et dont la profusion même conduit à la confusion la plus totale. Et qui manifeste, j'y reviendrai dans un instant, qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout bien au sommet de la République islamique. L'assassinat ou la mort accidentelle, c'est selon de l'ancien président dans un accident d'hélicoptère. Le fait que Haniyeh, le patron du Hamas, ait été tué dans une résidence ultra sécurisée des gardiens de la Révolution. Les circonstances de la mort de Nasrallah, il faut qu'on y revienne aussi. Tout ça, ça fait une consécution de faits qui est extrêmement curieuse et qui me laisse penser que la République islamique est un peu dans une situation comme celle de la Russie avant la chute de l'URSS. Donc ces mouvements n'auront plus la même intensité qu'avant? Attendez, on n'y est pas encore, mais... Votre diagnostic? Aujourd'hui, oui, si c'est le cas, oui, évidemment, parce qu'il me semble que l'Iran, bien sûr, par-delà la dimension du schisme politique exacerbé, il y a dessous une identité persane extrêmement forte et que si une partie, y compris dans l'establishment militaro-politique iranien au sommet, des responsables estiment que la politique des mollahs les amène dans le mur et que, en conséquence, l'Iran va s'effondrer, va être dépecé par ses ennemis, ils sont prêts à jeter les mollahs par la poubelle. Et à changer de stratégie. Ouais, l'Iran ne va pas répliquer, parce que même après la mort de Haniyeh, ils avaient promis ils ont annoncé la fin du monde. Il ne s'est rien passé. Et là, vous pensez qu'après l'élimination de Nasrallah, ça va être pareil? Les mesures que Pierre de Villeneuve vient d'annoncer, telles que préconisées par Khamenei, qui vont dans tous les sens, ne donnent pas le sentiment qu'ils sont en ordre de bataille. Vous savez, moi, mon hypothèse, que j'explique ça en détail dans le livre, c'est que Sinwar les a pris par surprise. Sinwar, le dirigeant du Hamas, un parti sunnite, qui n'a pas la même allégeance absolue
que Nasrallah, dirigeant d'un parti chiite, au guide de la révolution. Et lui, il avait son propre agenda. On va profiter des illusions de Netanyahou, de l'effet de surprise du 7 octobre, etc., pour infliger des dommages à Israël, qui d'ailleurs ont probablement largement dépassé ce que lui-même pensait. Il ne savait pas qu'il y avait la fête de Nova. Il a tué un nombre de personnes incroyable, presque de 1200, beaucoup d'otages, pensant qu'il pourrait s'en servir comme arme pour faire chanter les Israéliens. Mais le paradigme a été complètement bouleversé. Il y a eu tellement de morts qu'à ce moment-là, Israël a été d'une certaine manière désinhibé dans sa politique habituelle, qui est celle de la riposte disproportionnée. Et de ce fait, les Iraniens et le Hezbollah ont été entraînés dans l'engrenage, alors que ils n'étaient pas en ordre de bataille. Leur stratégie, c'était des coups gradués pour finir par grignoter et user Israël. Et là, ils ont été pris à cause de Sinoir dans un engrenage qui a fait qu'ils n'ont pas pu finalement faire la surenchère militaire. Et il me semble que la mort de Nasrallah, sur laquelle j'ai par quelques hypothèses à formuler, c'est quelque chose qui est une catastrophe. Oui, je pense que, je vais vous le dire, ça ne suffit pas d'avoir la connaissance de l'intelligence artificielle, d'avoir récolté toutes les données du monde. Nasrallah était introuvable. Tout d'un coup, il a été trouvé. Il a été installé dans un immeuble de la Dahiyeh, ce qui veut dire la banlieue en arabe, avec là où étaient aussi d'autres personnes. Ça me semble très difficile à comprendre. Si une partie de l'establishment, disons, du renseignement iranien n'a pas été, disons, sinon complice, du moins, n'a pas laissé faire. Je crois aujourd'hui... C'est les Iraniens qui l'auraient livré. Les Iraniens en général, non, c'est trop non, dire. Les services secrets iraniens qui l'auraient livré. Mais je pense que, si vous voulez, je pense qu'il y a aujourd'hui les 3 morts consécutives, celle d'Ibrahim Raïssi, celle de Haniyeh au sein du grand centre des passes d'Aran ultra sécurisé, et celle de Nasrallah. Tout cela me semble aller dans le même sens, à savoir qu'il y a une partie de l'establishment iranien aujourd'hui qui a envie d'influer de manière différente la politique de la République islamique. Mais justement, revenons sur l'Iran un instant. Vous dites il est possible qu'aujourd'hui l'Iran soit dans une situation semblable à celle de la Russie avant la chute de l'URSS. À quoi pourrait ressembler la chute du régime des Mollahs? À quoi pourrait ressembler, autrement dit, un Iran débarrassé du cycle révolutionnaire engagé par Khomeini? Alors, tout d'abord, on n'en est pas encore là, bien sûr. Hein, mais c'est une hypothèse qui tourne depuis longtemps dans la vie publique. Oui, alors, ça fait même depuis la République islamique que tous les jours, vous avez des monarchistes exilés en Californie qui vous disent « c'est demain matin ». Là, il y a quand même qu'on appellerait au Québec un game changer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a bougé. Parle français au Québec. Oui, pareil. C'est pas dire ça. C'est pour le taquiner. Et donc, merci pour la taquinerie. Et donc, ça le fait pas du tout rire. Bon, et donc, qui fait que la mort de Nasrallah, c'est quelque chose d'énorme, parce que il faut bien voir à quoi servait le parti de Dieu, le Hezbollah, c'est ce que ça veut dire en arabe. Ça servait de force de dissuasion pour protéger l'Iran. Si les Américains avaient voulu tirer sur les sites nucléaires de Natanz en Iran, le Hezbollah allait tirer préventivement des missiles sur Israël. À une époque où, en Israël, quand il y avait 10 morts israéliens, c'est une catastrophe nationale. Aujourd'hui, il y en a eu 1200, enfin le 7 octobre. Et les critères ont complètement changé. Donc, ce qui fait que il y a eu en contrepartie, en rétorsion, alors c'est monstrueux, il y a eu 40 000 morts au moins à Gaza, 2 millions de déplacés, 100 000 blessés. Donc, on a complètement changé de dimension. Et le Hezbollah n'a pas été capable, si vous voulez, d'assurer à ce moment-là. Et aujourd'hui, avec la liquidation militaire d'une grande partie de la force offensive du Hezbollah, l'Iran se retrouve en première ligne. Il n'est plus protégé par le Hezbollah, qui était à la fois un glaive, si j'ose dire, et un bouclier. Et je parle aux militaires, en vous, qui vont reconnaître ça. Et donc, ça change complètement la donne. L'Iran est très exposé, et les dirigeants iraniens aujourd'hui, ou une partie d'entre eux, n'ont pas envie de se retrouver en première ligne, parce qu'ils sont extrêmement fragilisés. Donc vous ne croyez pas à une escalade ?
Alors, on a une escalade verbale, oui, vous l'avez entendu. Escalade militaire. On a quand même eu plusieurs exemples. Vous voyez, quand les Israéliens ont liquidé des généraux des gardiens de la Révolution en Syrie. La Syrie aussi n'est pas bien. Hein. Tout le monde dit, chacun pleure au Moyen-Orient, Nasrallah. Non. Au Liban, un certain nombre, pas seulement hors des chiites, mais parmi les chiites qui ont subi le joug du Nasrallah, ils ne pleurent pas du tout. À Damas, où j'ai eu des informations toutes fraîches, l'opposition à Bachar fait la fête, puisque sans les gardiens de la Révolution et sans les miliciens du Hezbollah, le régime d'Assad est extrêmement fragilisé. Mais ça veut dire, Gilles Kepel, pardonnez-moi de vous couper, mais parce que là, vous avez ouvert une brèche qui est très intéressante. Vous avez parlé de l'Iran qui est en première ligne. Vous avez parlé du fait que les Américains, à une époque, avaient envisagé de viser des sites militaires et nucléaires à l'Iran. Est-ce que ça veut dire que peut-être que la prochaine cible, c'est l'Iran, quelle que soit l'armée, que ce soit l'armée américaine, j'en doute, mais peut-être que les Israéliens ont maintenant, vu que la voie est libre d'une certaine manière, en anticipant, peut-être, pourrait viser certains sites en Iran. Du point de vue militaire. Mais politiquement, je crois qu'à mon avis, ça n'est pas la peine. Par exemple, il y a la question, est-ce que les Israéliens vont entrer au Liban ? Les boots sont des bottes sur le terrain. Netanyahou a déjà dit... Oui, il a dit, Halevi a dit on va le faire. On a vu des mouvements de chars qui arrivaient dans le pays. Mais tant qu'on ne les a pas vus sur le terrain, ils n'y sont pas. Et pourquoi ? Parce qu'il faut bien voir qu'Israël a déjà envahi le sud du Liban et ils sont revenus à la maison. La Queba, c'était une catastrophe politique et militaire. Ils ont fait partir tout le monde par les bombardements. Quel est l'objectif de Netanyahou ? D'abord et avant tout, là pour des raisons aussi électorales, c'est de faire revenir chez eux les habitants de la Haute-Galilée. Donc, vu ce qui a été infligé au Hezbollah, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de subir les réactions des gens qui seraient opposés à ce que les troupes soient arrivées. De la même manière, casser le Hezbollah, ça évite de taper sur l'Iran. Et ça évite du risque. Regardez la chute de l'URSS. Il n'a pas été besoin d'envoyer des missiles balistiques sur Moscou. Il a suffi que l'armée rouge quitte la queue basse Kaboul le 15 février 1989. C'était devenu un tigre de papier. Et le 9 novembre suivant, le mur de Berlin est tombé. Vous voyez ? Et donc, c'est un peu... pour ça que il me semble que la comparaison, en tout cas comme hypothèse de travail, est intéressante. Maintenant, je ne fais pas partie des renseignements israéliens, ni iraniens, ni français, ni autres. Je n'ai pas la source, et de toute façon, ces gens ne parlent pas. Tout ce que je peux vous dire simplement, le seul que j'ai rencontré vraiment, c'est Naïm Qassem, le numéro 2 du Hezbollah. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre et que je voulais en discuter avec lui. Il m'a reçu dans un endroit au fond de... Et qu'est-ce qu'il vous a dit en 10 secondes ? Alors j'ai oublié, c'était pas très intéressant de toute façon. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas le charisme de Nasrallah. Et son cousin, Safi Eddin, je ne le connais pas, mais s'il était aussi charismatique, ça se saurait. Donc là, c'est une perte aussi, pas seulement militaire, en termes, il n'y a plus le bouclier qui protège l'Iran, mais aussi en termes de capacité. C'était la voie arabe de l'axe de la résistance. Gilles Kepel est notre invité au Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Toujours avec Gilles Kepel qui signe Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre aux éditions Plomb. Gilles Kepel, on parlait tout à l'heure de la stratégie de Benjamin Netanyahou, qui d'ailleurs a surpris certaines organisations terroristes, dont le Hezbollah et le Hamas. Vous disiez que peut-être qu'on n'avait pas envisagé une telle intensité. Israël joue sa survie, on l'a dit. Israël riposte et ne mène pas la guerre, puisqu'il riposte au pogrom du 7 octobre. Il y a deux ennemis frontaux, le Hezbollah, le Hamas, et puis il y a les otages. La question centrale, c'est la libération, on appelle, de nos voeux également sur CNews quotidiennement, la libération des 101 otages. Que deviennent-ils et quelles données constituent-ils aujourd'hui dans ce contexte ? Alors, sur les 101, probablement, bon nombre ne sont plus de ce monde, comme l'indiquent les sources israéliennes. Pour ce qui est de la guerre elle-même, je crois que le Premier ministre israélien a considéré que les otages ne devaient pas être pris en considération dans sa stratégie. Il en a libéré un certain nombre, quelques-uns de manière très spectaculaire, vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un mois,
mais il a refusé de se laisser prendre dans cette logique qui était celle de la négociation qu'avait voulu M. Biden le 31 mai, à savoir on libère les otages en échange de concessions d'Israël. Pour lui, ça, c'était la défaite. On a laissé les otages de côté et son objectif principal, c'est d'être celui qui va détruire les principaux ennemis d'Israël. Un peu comme Josué, dans la Bible, selon le récit biblique, si vous voulez, avait détruit les Cananéens à Jéricho après l'épisode des trompettes. Et c'est ça qui compte pour lui, c'est aussi ça qui est très important pour assurer la cohésion de sa majorité. Il y a une très forte pression des suprémacistes ou des sionistes religieux, Ben Gvir et Smotrich, dont les partis comptent 18 membres de la Knesset. Sans eux, il n'a plus de majorité. Et c'était quelque chose qui, effectivement, qui a changé la donne parce que, précisément, autrefois, comme on l'a mentionné tout à l'heure, Israël était tellement attaché à défendre même un de ses ressortissants. Rappelez-vous, le caporal franco-israélien Gilad Shalit avait été libéré en échange échange fait par Netanyahou lui-même de 1027 personnes, dont Yahya Sinwar. Et là, ça n'est plus cette logique qui prévaut. À savoir que si Hamas a pris tous ces otages, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un levier pour faire pression sur Israël. Or, le changement de paradigme, si vous voulez, qui s'est produit avec le 7 octobre, fait que ça n'a plus la même pertinence. Les appels au cessez-le-feu qui ont été lancés récemment là, par les États-Unis et par la France n'ont aucune chance d'aboutir. Israël n'acceptera jamais des cessez-le-feu en contrepartie d'une libération des otages. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que le gouvernement israélien a décidé que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était une stratégie de victoire éclair, et c'est profitant d'une certaine manière, mettant à profit le fait qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion américain, si je puis dire. Et c'est ça qui explique, en tout cas, ce qui s'est passé au Liban, le type de stratégie et d'offensive au Liban qui, pour l'instant, du point de vue militaire, d'une certaine manière, s'est déroulé selon les plans, qui a permis de laver non seulement l'échec du mois de l'année dernière, mais on est en ce moment pendant les fêtes juives de Kippour. Et le terme de Kippour au Moyen-Orient, c'était la guerre de Kippour. C'était le rappel d'une défaite israélienne les Israéliens ont été surpris par les armées égyptiennes et syriennes, avant qu'après il y ait une contre-offensive victorieuse. Et là, tout d'un coup, pour Netanyahou, il est celui qui renverse la signification de Kippour. Kippour, ça veut dire le moment où moi, Netanyahou, réussi à décapiter le Hezbollah et liquider son chef. Alors, vous avez évoqué, dans la première partie de l'émission, l'appui des États-Unis à Israël. Par exemple, longtemps, il y avait une forme de consensus très fort. Or, vous avez évoqué l'État du Michigan, par exemple, où au Michigan, une communauté arabe de plus en plus présente entraîne le Parti démocrate à changer, en fait, à intégrer cette donnée-là dans la vision de la politique étrangère américaine. Est-ce qu'on peut dire que le basculement démographique de l'Occident qu'on connaît aujourd'hui, à coup de vagues migratoires, est-ce que ça risque à terme de changer la nature de la relation entre le monde occidental et Israël? Oui, bien évidemment, comme on le voit aussi en France, au Royaume-Uni ou ailleurs. À l'occasion des bombardements sur Gaza et des nombres de morts, il y a eu par exemple au Royaume-Uni des pressions gigantesques qui ont fait qu'une partie de la communauté juive s'est sentie très en danger, beaucoup plus du reste qu'en France, qu'on montrait autrefois au doigt. Et peut-être il y a eu des débats là-dessus où il me semblait que notamment une intégration plus profonde, plus dense de la population originaire du Maghreb ou de l'Europe centrale de confession juive dans le tissu français a été quelque chose qui a été un facteur de protection supplémentaire, je crois, davantage que dans les pays où les communautés sont restées dans une logique un peu plus marginale. Mais effectivement, la démographie des États-Unis reflète la démographie du monde. Et ce qui est frappant au Michigan, c'est que donc d'une part, est-ce que le Hezbollah défait militairement au Liban peut être un facteur pour l'élection américaine?
on est dans le bouleversement du monde, si j'ose me citer. Mais figurez-vous, Mathieu, qu'il y a un certain nombre par exemple, le premier maire yéménite américain dans le Michigan a fait, qu'on appelle, alors je n'ose plus parler anglais devant vous, l'endorsement, le soutien à Trump. Parce qu'il considère que, au fond, Kamala Harris fait partie, c'est la vice-présidente de Biden, qui, la semaine dernière, les Américains ont accordé 8,7 milliards de dollars de crédits militaires à Israël pour se défendre. Et donc, elle est coupable d'avoir soutenu militairement Israël. Donc, si vous voulez, et Trump joue, alors qui est pourtant le meilleur ami de Bibi Netanyahou, mais joue aussi sur la dimension conservatrice de son message, le refus de l'avortement, etc. En débat, il y a quelques semaines, il dit, si les démocrates l'emportent, Israël n'existe plus dans 2 ans. Oui, ça, c'est ce qui... Mais la rhétorique. Comme vous le savez, un candidat dit plusieurs choses différentes. Le problème, c'est que tout le monde n'entend pas exactement la même chose. C'est pourquoi aussi, cette fois-ci, surtout, l'élection américaine se joue sur le fil. Aucun d'entre nous ici ne prendra le pari de dire c'est Kamala ou c'est Trump qui va gagner. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Et le système des grands électeurs est tellement compliqué et c'est tellement perverti aujourd'hui que on peut avoir un petit groupe organisé dans un endroit, que ce soit l'Arizona ou autre, qui fait basculer l'élection, même s'il y a 4 millions de plus pour l'un. C'est l'autre qui peut gagner. Alors, Mathieu Bocoté parle des États-Unis. Moi, je vais parler de la Russie, puisque Poutine, on s'en souvient, dans la guerre en Syrie, avait soutenu Bachar al-Assad. C'est le cas encore aujourd'hui. Quand je lis les déclarations d'hier de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui dit « Mon impression est que certains cherchent à provoquer l'Iran pour ensuite provoquer les États-Unis et ensuite déclencher une guerre totale dans la région entière. Est-ce que là aussi, c'est, pardonnez-moi l'expression, de l'esbrouf, comme vous avez l'air de le dire, pour les autorités iraniennes? Ou est-ce que, avec l'appui aujourd'hui du Sud global, de certains pays du Sud global, on doit craindre un embrasement également? Mais le Sud global est quelque chose de très hétérogène et fragmenté. Hein. Vous savez, par exemple... Oui, mais il suffit justement d'un déclenchement pour que... Oui, enfin, la Russie, elle est quand même bien occupée avec l'Ukraine. Leur capacité aujourd'hui à se projeter au Moyen-Orient, ça n'est plus ce que c'était. Et regardez par exemple aussi un autre morceau principal du pseudo-Sud global ou des BRICS, la Chine. La Chine est furieuse contre l'Iran, puisque quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Iraniens et le Hezbollah ont été pris par surprise. Le 3 novembre, Nasrallah a parlé en arabe. Les chaînes m'avaient demandé d'écouter pour dire s'il allait annoncer la Troisième Guerre mondiale. Quand c'était pas ça, ils ont dit « va, tu es libre ». Et il a dit « bon, c'est pas nous, mais les Houthis vont le faire ». Et l'Iran a envoyé les Houthis fleurs au fusil, si j'ose dire, ou aux missiles, pour tirer sur tout ce qui passait comme bateau dans la mer Rouge, au prétexte qu'ils allaient sur des ports israéliens. Ce n'était pas nécessairement le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? La route de la soie chinoise a été bloquée. Tout ce qui nous est apporté ici, qu'il y a sur ce plateau qui vient de Chine, a mis 3 semaines pas tout à fait, a mis 3 semaines de plus en passant par l'Atlantique. Les Chinois sont furieux. Mathieu Bocoté, il vient pas de Chine, par exemple. Bon, par exemple, oui, mais il n'a pas voulu traverser le Pacifique, lui, donc il n'est pas inclus. L'Atlantique, pardon. Et donc, de l'autre côté. Et donc, le résultat, c'est que la Chine est en crise économique, les choses s'entassent, les conteneurs s'entassent sur les ports de Shanghai. Furieux, ils ont cessé d'acheter du pétrole à l'Iran, ils l'achètent à la Russie, qui en a à vendre encore moins cher. Donc, et ils ont même reconnu la souveraineté émiratée sur les îles du Golfe Persique que l'Iran a piquées. Ce que vous nous dites, Gilles Kepel, c'est que les grandes puissances ont plutôt envie de calmer le jeu, de faire retomber un petit peu... Y compris Poutine, ce qui serait assez étonnant. Non, lui, il a toujours envie que ça n'aille pas bien pour les Occidentaux dans la région. Oui. Mais a-t-il les moyens lui-même de souffler sur les braises? Dans la relation irano-russe, ce sont les Iraniens qui fournissent les missiles Shahed qui tirent sur les civils, de l'Ukraine. Oui, parce qu'ils sont pas chers, parce que les Russes les fabriquent pas, si vous voulez. Donc, on n'est pas tout à fait dans une relation de grande puissance à vassal. La Russie, me semble-t-il, aujourd'hui, n'a plus vraiment les moyens d'être un leader. Dit c'est la guerre totale, attention, c'est plutôt de la com. La guerre totale, oui pour l'instant, je n'y crois pas tellement, non. Gilles Kepel revient dans un instant avec nous sur le plateau du Grand Rendez-vous. À tout de suite.
Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Gilles Kepel qui publie ce livre, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre aux éditions Plomb. Après tout ce qu'on a dit d'une manière plus générale et plus globale, la question est-ce qu'on est en train de vivre une époque terroriste? Je reprends une phrase du général Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées, qui est arrivé à la réunion du MEDEF sur l'hippodrome de Longchamp, où étaient plutôt des entrepreneurs, on parlait plutôt de déficit, de la dette publique, de la difficulté de l'entreprise aujourd'hui en France, tellement les charges sont lourdes, etc., etc. Et puis voilà, le CEMA, quand même, le chef d'état-major des armées, qui vient, et donc on imagine bien qu'il a des informations pour dire une chose pareille. Il faut se préparer à des temps assez durs, sinon très durs, pour l'Occident. Est-ce qu'on en est arrivé à cela? Et est-ce que, du coup, on doit se défendre? Et si oui, comment? Le facteur de risque aujourd'hui est un enjeu majeur pour le monde de l'entreprise. Et notamment, arriver à imaginer quelles vont être les conséquences de la situation conflictuelle au Moyen-Orient sur les marchés, sur les investissements. On a parlé, par exemple, du trafic des marchandises pour CGA, CGM, pour Air France, qui annule ses vols régulièrement, pour le prix du pétrole. Ça sont des enjeux absolument gigantesques. Vous voyez, dans l'hypothèse où l'Iran reviendrait sur le marché, l'Iran, aujourd'hui, son pétrole sous embargo. Si le pétrole iranien et le gaz arrivent sur le marché, ça veut dire une baisse très importante des prix du pétrole. Ça bouleverse complètement l'économie mondiale, etc., etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, le risque politique, alors dans sa version terroriste, mais aussi dans la version de la belligérance entre États, l'interruption des flux traditionnels, c'est un enjeu fondamental. Pour la Chine, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Chine est furieuse contre la décision iranienne d'envoyer les Houthis pour tirer sur les bateaux qui mais passent au-delà en des mer marchés, est-ce qu'on ne vit pas dans une époque... Tout à l'heure, on voyait dans le journal ce cas de la rixe au marteau dans un lycée. Est-ce qu'on n'est pas dans une époque où... Pardonnez-moi ce raccourci un peu facile, mais est-ce que chacun n'a pas parfois des velléités d'être soi-même terroriste? C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est partie de ce bouleversement du monde que j'ai décrit dans le livre, c'est que les polarisations identitaires remplacent dans nos sociétés aujourd'hui les polarisations sociales, qui étaient manifestées par un système qui les gérait à travers les parlements, etc. L'opposition entre la droite et la gauche, pour aller vite, qui était reflétée sur la planète par l'opposition entre l'Est et l'Ouest. Tout ça s'est transformé avec la disparition du système soviétique. Aujourd'hui, vous avez, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, des polarisations identitaires fortes. Dans notre système français, vous avez d'un côté le pôle mélenchoniste qui a attiré autour de lui une gauche qui est, vous savez, Laurent Geoffrin, appelle le Parti socialiste le Parti soumis, PS et Parti soumis. Et donc, on voit cette polarisation identitaire avec l'islamo-gauchisme, le wokisme d'un côté, et de l'autre Pour des raisons électorales, d'ailleurs. Voilà, pour des raisons électorales, entre autres. Et de l'autre côté, le Rassemblement national qui a rassemblé plus de 10 millions de voix. Et au milieu, nous avons notre gouvernement qui flotte. Et vu l'âge que j'ai, je n'ai jamais vu une situation pareille où un gouvernement de la République est simplement dans l'attente de savoir s'il va pouvoir ne pas être censuré dans la Ve République. Quelle peut être aujourd'hui l'onde de choc de l'élimination de Nasrallah au Liban en France, sur la politique française? Est-ce qu'il faut craindre un regain d'attentats ou un regain de violence contre la communauté juive comme on en a connu depuis un an? Est-ce que ça va avoir un effet chez nous, en France? Bruno Retailleau demande une vigilance des préfets à l'approche du 7 octobre, d'ailleurs. Oui, bien évidemment, parce que c'est un moment d'expression de toutes les frustrations. Vous voyez, cet été, je me trouvais du reste à Nîmes, puisque j'ai fait le pèlerinage de Saint-Gilles, du fait de mon prénom, au moment où un individu qui venait du quartier de Pisevin, ça ne s'invente pas, à Nîmes, est allé attaquer la synagogue de la Grande Motte, a essayé d'y mettre le feu. Bon, il était un maladroit absolu, il s'est fait repérer tout de suite, attrapé par des systèmes de police en France qui, quand même, quand ils sont dans le haut du spectre, sont d'une rapidité extraordinaire. Lui a été arrêté tout de suite.
le suspect du meurtre de la jeune Philippine a été arrêté avec une efficacité du fait de l'exploitation des téléphones, c'est remarquable. Donc il faut aussi se rappeler ça, c'est-à-dire que nous avons en France une police qui, parce qu'elle a été aguerrie par la lutte contre Daesh sur notre territoire, est quand même dans une capacité de prévenir et de lutter contre ce terrorisme structurel. En revanche, le problème, c'est ce que j'ai appelé dans un autre livre le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire le fait que des gens qui ne reçoivent pas d'ordre d'une hiérarchie, tout d'un coup, décident de passer à l'action. C'est ce qu'on a vu dans des lycées autrefois, quand Samuel Paty puis Dominique Bernard ont été attaqués au... Les services de renseignement savent quelque chose, parce qu'ils sont sur les dents tous les jours. Bien sûr, et ça, c'est tout à fait normal. En même temps, aujourd'hui, l'un des enjeux principaux du renseignement aujourd'hui, c'est la détection des signaux faibles. Et ça, puisque vous recevez, je crois, Nicolas Sarkozy demain à CNews pour lui poser la question, il a fermé les renseignements généraux. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à se remettre aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué en tout début de l'émission l'idée que le système international tel qu'on l'a connu est un peu de l'après-guerre, l'ONU, est un peu déphasé dans le monde multipolaire qui est le nôtre avec la fin de l'hyperpuissance américaine. Donc, un déphasage entre le système et les réalités du monde. Est-ce qu'on peut dire que même les systèmes politiques occidentaux aujourd'hui sont un peu déphasés par rapport aux réalités? Donc, d'un côté, des systèmes libéraux, tranquilles, censés gérer des sociétés paisibles et prospères, et de l'autre côté, une société je dirais plus violente que jamais depuis plusieurs décennies, des sociétés tendues, hétérogènes. Est-ce qu'on voit un déphasage un peu partout des systèmes politiques et juridiques et des réalités démographiques et culturelles? Oui, on en a l'expression précise là, avec la question des grands électeurs américains, qui n'était pas du tout faite pour favoriser une minorité ethnique du Michigan, par exemple. On en a également l'expression au Royaume-Uni, où vous avez eu, c'est pas tellement une victoire travailliste qu'un échec des conservateurs, parce que le parti pro-Brexit l'a fait qu'ils sont tenus de ce second partout. Le parti réformiste. Ils ont eu très peu de voix. Il y a eu des candidats Gaza qui ont été élus contre les travaillistes au Royaume-Uni. Quand un Rwandais a tué ces jeunes filles au Royaume-Uni, il y a eu évidemment des émeutes suscités qui ont fait brûler des mosquées alors que la personne en question n'avait rien de musulmane. Et donc, on voit bien que vous avez dans une société qui est politique et une société réelle qui sont de moins en moins en phase, puisque, au fond, ce qu'on disait tout à l'heure, la société politique était davantage adaptée à la gestion de l'antagonisme nord-sud, pour le dire vite, en tant qu'ancien gauchiste, entre le capitalisme et le socialisme, entre le capital et le travail, comme on disait autrefois. Tout ça, aujourd'hui, semble non pertinent. Et du coup, les polarisations identitaires dans la société qui se cristallisent autour des enjeux dont on a parlé sont particulièrement importantes et elles ne sont pas traitées par le système politique institutionnel. Et c'est ça, le grand défi de nos sociétés aujourd'hui. Merci. C'est le bouleversement du monde. Nous vous quittons sur ces paroles. C'est le bouleversement du monde et c'est le grand défi auquel il faut faire face. Merci beaucoup. Gilles Kepel, je rappelle le titre de votre livre, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, qui vient de paraître aux éditions Plomb. Très bonne journée, très bonne suite sur CNews et sur Europe 1.